Donald Trump assommera-t-il tous ses rivaux dès le premier round? Nikki Haley ou Ron DeSantis créeront-ils la surprise aidés par une météo épouvantable? L'Iowa lance lundi, donc aujourd'hui, le grand bal des primaires républicaines. Pour la première fois depuis qu'il a quitté le pouvoir, l'ancien président américain, 4 fois inculpé au pénal, fait face au jugement des électeurs. À 77 ans, il est bien parti pour remporter ce rendez-vous électoral crucial. Il dispose, d'après les sondages, d'une des plus grandes avances jamais vues sur ses rivaux, près de 50% des intentions de vote. Cela, évidemment, ne sera pas sans incidence sur l'Europe, sur nous-mêmes, alors qu'on parle beaucoup du remaniement, de Gabriel Attal et des petites affaires du gouvernement français. Peut-être faut-il prendre un petit peu de champ et regarder ce qui se passe ailleurs, où les choses se jouent à un autre niveau. Max Erwan Gastineau est avec nous, il est spécialiste en relations internationales. Il a été directeur d'affaires publiques dans le secteur de l'énergie et il publie L'ère de l'affirmation aux éditions du CERN. Bonjour Max Erwan Gastineau. Bonjour. Vous avez aussi officié dans plusieurs pays? Tout à fait, j'ai travaillé en Chine, aux Nations Unies notamment, et puis effectué un certain nombre d'études en relations internationales, vous l'avez mentionné, notamment au Canada. D'où vient ce goût pour les relations internationales d'ailleurs? Ça vient d'abord d'un intérêt pour l'évolution des sociétés, puisque l'évolution interne aux sociétés n'est pas sans rapport avec leur représentation du monde, et donc ça rejaillit ensuite en effet sur les relations entre les États et la manière de concevoir les relations internationales. L'intérêt du public pour les relations internationales et pour la géopolitique est-il en augmentation, diminution? Comment l'évaluez-vous? C'est difficile de sonder l'opinion là-dessus. Oui, mais il suffit quand même de se rendre dans une librairie pour voir que les rayons géopolitiques sont aujourd'hui bien garnis et qu'ils n'ont cessé, je dirais, de croître depuis notamment la guerre en Ukraine, qui a été un véritable tournant pour quand même l'opinion publique européenne, avec notamment tous les effets que cette guerre a concrètement, notamment en matière énergétique et économique. Est-ce que vous estimez que les médias en parlent opportunément? Écoutez, je crois que l'Europe aujourd'hui, comme je le souligne dans mon livre, est le grand malade du nouveau monde, de ce monde désoccidentalisé dans lequel nous vivons. Il est urgent pour les Européens de prendre conscience du monde dans lequel ils vivent, un monde que l'Occident ne peut plus dominer. L'Occident a dominé le monde pendant à peu près 400 ans, et aujourd'hui nous intégrons en effet une nouvelle ère avec des acteurs comme la Russie, mais aussi la Chine, l'Inde, qui ont désormais la capacité technique, la capacité même d'influence idéologique, de faire contrepoids à l'influence de l'Occident. Alors, sur Donald Trump, s'il revient au pouvoir... Alors, justement, donc j'appelle en effet les Européens à prendre acte du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est un monde, certes, que l'Occident ne peut plus dominer, mais l'Occident est un terme, je dirais, peut-être un petit peu malvenu, puisqu'il nous fait croire à l'existence d'une sorte de bloc unissant les États-Unis et l'Europe. Certes, nous sommes liés par notamment une coopération militaire qui s'appelle l'OTAN, mais les Européens n'ont pas nécessairement les mêmes intérêts que les États-Unis, et les États-Unis nous le rappellent très souvent. Les Américains il faut quand même être assez lucide, je crois, sur la manière dont les Américains conçoivent les relations internationales. Que ce soit avec Donald Trump ou avec Joe Biden, les États-Unis défendent leurs intérêts et mettent en place un certain nombre de politiques publiques qui peuvent être très agressives à l'encontre des intérêts européens. Je pense par exemple à ce qu'on a appelé l'IRA, qui est une politique protectionniste mise en place pour effectuer une forme de relance industrielle aux États-Unis, mise en place par Joe Biden. Ça a des effets très concrets aussi sur la volonté des Européens de réindustrialiser le vieux continent. Et puis en matière géopolitique... Un exemple, pas de voiture chinoise par exemple? Un exemple, oui, pas de voiture chinoise. Et puis en matière, si vous voulez, de subventions publiques, la politique protectionniste mise en place par Joe Biden vise à attirer un ensemble d'entreprises aux États-Unis. Donc vous avez tout un ensemble d'industriels européens qui hésitent, plutôt que d'investir davantage en Europe, qui hésitent à tout simplement délocaliser ou investir davantage aux États-Unis. Et puis, je parlais du domaine économique, il y a l'extraterritorialité du droit américain aussi qui affecte l'intérêt d'un certain nombre de grands industriels européens. Puis en matière géopolitique, là c'est plutôt Donald Trump qui le formule, il est très clair que les États-Unis ne soutiendront plus l'Ukraine si Donald Trump devait être de nouveau élu à la Maison-Blanche. Et donc ça pose tout un ensemble de questions pour l'Europe. Qu'allons-nous faire le jour où les États-Unis ne viendront plus nous aider, apporter leur soutien à nos causes, comme la cause ukrainienne dans laquelle les exécutifs européens s'investissent, chacun l'aura noté, depuis maintenant 2 ans. Max Erwan Gastineau, on le sait déjà que Donald Trump se désengagera de la guerre en Ukraine? Ou on le fait parler? Alors, non, il a eu des déclarations extrêmement précises sur le sujet, donc ensuite nous verrons, puisqu'il y a les déclarations d'avant-campagne et puis il y a la réalité aussi au pouvoir, mais il faut quand même prendre conscience qu'il y a une certaine évolution de la droite américaine. Il y avait une forme de consensus géopolitique droite-gauche aux États-Unis autour de l'idée que les États-Unis devaient
intervenir à l'étranger pour promouvoir et défendre leurs intérêts. Les Américains ne vont pas se retirer du monde, mais il y a l'idée avec Donald Trump que l'Europe n'est plus un enjeu géostratégique majeur pour les Américains, qui doivent se concentrer sur leurs intérêts, qui doivent se concentrer sur la zone Pacifique. Déjà avec Obama, ce recentrage vers le Pacifique, s'était opéré. Et donc, je crois qu'il vaut mieux anticiper un relatif retrait américain en Europe plutôt que nous faire miroiter l'existence d'un bloc occidental qui nous assurerait que les États-Unis seront toujours là pour nous défendre, par exemple contre la Russie, à supposer que la Russie puisse envahir l'Europe ou en tout cas aller au-delà de l'Ukraine, qui est, me semble-t-il, un constat discutable. Les autres candidats républicains, une position discutable. Pour ces primaires, Max Irwin-Gastineau, sont-ils sur la même ligne que Donald Trump ? Donald Trump a eu une influence considérable sur l'évolution idéologique de la droite américaine. Tous les candidats aux primaires de la droite républicaine aux États-Unis ne sont pas tout à fait alignés, mais disons que le centre de gravité idéologique de la droite américaine s'est déplacé d'une forme de néoconservatisme qu'incarnait George W. Bush, où il s'agissait d'exporter la démocratie, y compris par les armes. Il y a eu un déplacement idéologique valorisant une forme de nationalisme, d'isolationnisme que l'on retrouve dans tout un ensemble de déclarations de leaders américains, notamment DeSantis, qui est souvent présenté comme étant le concurrent le plus sérieux pour Donald Trump. Et je renvoie notamment aussi à une note de l'IFRI, le Grand Institut de Relations Internationales français, qui s'intéressait aux mutations idéologiques de la droite américaine et à ses implications géopolitiques. Et on voit bien que aux États-Unis aujourd'hui, au sein de la droite américaine, la question de l'aide à l'Ukraine est clairement remise en cause, et même la question taïwanaise prête à débat. C'est-à-dire qu'en cas de conflit ouvert entre la Chine et Taïwan, vous avez un certain nombre de leaders républicains qui mettent en débat l'opportunité de s'investir concrètement sur un théâtre extérieur comme le théâtre taïwanais. Donc ce repli, si tant est qu'il y ait repli, si les Américains ne se retirent pas entièrement du monde, cela amène l'Europe à réfléchir à son destin. C'est ça en fait l'idée. Et tout à fait, c'est-à-dire que nous avons pris l'habitude en matière géopolitique depuis la guerre froide, au fond, de nous ranger derrière l'idée, je le disais, d'un bloc occidental qui fait que, au fond, nous faisons cause commune avec les États-Unis. Dans un monde que l'Occident dominait, c'était assez commode, en fond. Et puis, nous pensions, notamment dans les années 90, que l'occidentalisation du monde allait se poursuivre. Or, nous voyons bien l'aune de la guerre en Ukraine. Les sanctions occidentales ne sont pas approuvées par tout un ensemble de pays, y compris démocratiques, comme le Brésil et l'Inde. Nous voyons l'émergence d'un monde non occidental toujours plus puissant. Et je crois que dans cette nouvelle ère, une certaine souplesse stratégique s'impose. Nous ne vivons pas... Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous ne vivons pas le retour de la guerre froide avec des blocs idéologiques qui s'affrontent. Nous vivons dans un monde fait de nations sûres d'elles-mêmes qui défendent leurs intérêts nationaux et qui peuvent donc, en fonction des contextes et des conflits, changer d'alliance. Nous le voyons bien avec ce que un grand nombre d'experts appellent le multi-alignement de l'Inde, c'est-à-dire que l'Inde va tantôt se rapprocher des Occidentaux, tantôt se rapprocher de la Russie. Tout dépend au fond des sujets. Et cette souplesse stratégique, les Européens, je dirais par idéologie aujourd'hui, se l'interdisent parce qu'ils continuent de voir le monde comme nous continuions de le voir dans les années 90, un monde dominé par l'Occident avec quelques irréductibles ennemis, mais globalement un monde dans lequel l'Europe et l'Occident seraient encore au centre du jeu, ce qui n'est, encore une fois, plus le cas. La France a supprimé son corps diplomatique ? C'est une erreur sur laquelle il faudra revenir. Dans un monde où des réalités, des cultures non occidentales s'affirment, il faut comprendre l'autre, il faut comprendre notre environnement stratégique. Et tout, ça devient utile maintenant, en fait. Mais ça a toujours été utile, mais disons que ça devient aujourd'hui indispensable parce que nous allons encore une fois devoir vivre, cohabiter, voire affronter des intérêts, des visions du monde très largement différentes des nôtres. Et donc, pour comprendre ces représentations qui sont le produit de l'histoire, qui sont le produit de la géographie, qui sont le produit de la culture, il faut des diplomates chevronnés qui ont, je dirais, pris l'habitude de vivre en théâtre étranger et qui ont une connaissance fine des lieux, des nations dans lesquelles ils sont appelés à défendre les intérêts français. Comment analysez-vous, Max Irwin-Gastineau, la politique étrangère française? La question est un petit peu vaste, mais on a du mal à mesurer qui influence la France vers quoi pour aller où sur les principaux dossiers qui ont marqué l'actualité dans les années passées. Il y a celui de l'Afrique, d'où nous avons été largement évincés.
Qu'en pensez-vous? Et puis, est-ce qu'il y a d'autres dossiers qui nous permettent de dire que la France défend ses intérêts? Alors, je dirais que la France continue de défendre une vision spécifique des relations internationales qui la distingue largement de ses partenaires européens. Et à ce titre, Emmanuel Macron s'inscrit dans la tradition géopolitique française, dans la tradition de ses prédécesseurs, incarnée notamment, évidemment, sous la Ve République, par le général de Gaulle, mais prolongée aussi avec Jacques Chirac. C'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'au fond, l'Europe n'est pas qu'un bout d'Occident, c'est autre chose. Elle doit affirmer sa personnalité géostratégique. Et pour cela, elle a besoin d'une France forte qui affirme une autre tonalité sur la scène internationale. Et nous l'avons vu notamment lorsqu'Emmanuel Macron revenait de Pékin. Il affirmait la nécessité pour les Européens d'avoir leur propre agenda chinois et de ne pas suivre la montée en escalade que les États-Unis semblaient vouloir mettre en œuvre à l'occasion notamment du dossier taïwanais. Je crois qu'il faut que la France tienne bon sur cette ligne, parce que si la France n'est plus en Europe ce pays qui tente de dire aux Européens qu'ils ont vocation à s'émanciper de la tutelle américaine, personne ne le fera. Donc là, sur ce terrain-là, je dirais que la France poursuit une ligne toujours plus nécessaire, vu l'actualité notamment américaine, avec des États-Unis qui tendent vers une forme d'isolationnisme. Sur la question africaine, et je dirais plus largement sur la question des pays du Sud, il y a une forme de vide stratégique. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, nous avons perdu de vue l'idée que les pays non occidentaux étaient en train de s'affirmer. Quelle est par exemple notre vision aujourd'hui de l'Amérique latine ? La France bénéficiait d'une aura particulière il y a encore quelques années. Nous n'avons pas vraiment de vision géopolitique en Amérique latine. Or, l'Amérique latine est en train de prendre son essor à travers le Brésil, à travers le Mexique, qui s'émancipe là aussi des injonctions occidentales, des injonctions américaines. Et puis en Afrique, nous continuons avec un discours quelque peu paternaliste. Les Africains nous répondent « Traitez-nous d'égaux à égaux, nous sommes nous aussi maintenant des nations indépendantes qui défendons nos intérêts. Évitez de vous ranger derrière des beaux discours, derrière vos valeurs. Traitons d'égaux à égaux, d'intérêt à intérêt. » Et je crois que cette vision très réaliste, très pragmatique qui vient de l'Afrique, nous devrions l'intégrer. Et je dirais, traiter les pays africains comme nous traitons d'autres acteurs internationaux, c'est-à-dire comme en effet des États indépendants qui ont une vision du monde qui n'est pas la nôtre, mais avec laquelle il va falloir simplement composer. Mais y a-t-il un recul de l'influence française ? Comment mesurez-vous l'influence de notre pays ? Alors, il y a un recul évident en Afrique, vos auditeurs l'ont noté, puisqu'après divers coups d'État, la présence française a été jugée inopportune. Mais malgré tout, malgré le recul évident de l'influence française, qui est la conséquence aussi d'un déclin intérieur, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prétendre donner des leçons au monde, mais même avoir une influence sur la scène internationale si vous êtes le représentant d'un modèle en déclin sur le plan industriel, sur le plan démographique. Je dirais, malgré ce déclin intérieur évident qui rejaillit sur la scène internationale, la France reste un acteur stratégique important et qui incarne, encore une fois, un autre discours, une autre tonalité en Occident. Mais ça fait longtemps qu'on dit que la France incarne cette ligne-là. On l'a vu effectivement sous Jacques Chirac, on l'a vu beaucoup moins sous Nicolas Sarkozy. Oui, tout à fait. Il y a eu un tournant qui avait d'ailleurs été assumé par Nicolas Sarkozy. Il dit qu'il fallait que la France, au gros, réintègre... Emmanuel Macron lui ressemble plutôt. Alors, Nicolas Sarkozy voulait que la France réintègre au fond la famille occidentale en entrant de plein pied dans le commandement intégré de l'OTAN. Emmanuel Macron, je dirais aussi, entre une position occidentaliste de confort parce que la France déclinant, il est quelque peu, je dirais, confortable de se ranger derrière une ligne européenne qui est par ailleurs elle aussi très, très atlantiste. Emmanuel Macron investissant beaucoup dans le champ d'une affirmation européenne, mais les Européens ne voulant pas d'une émancipation des États-Unis, plus d'Europe sur la scène internationale, ça veut dire au fond plus aussi d'atlantisme, pour dire les choses facilement, de façon très résumée. Mais Emmanuel Macron a aussi, encore une fois, je dirais, comme à son retour de Pékin, tenté de poursuivre la ligne gaullienne qu'incarnait pour la dernière fois pour nous Français Jacques Chirac et évidemment Dominique de Villepin, notamment à travers le refus de s'engager en Irak en 2003. On est pris, semble-t-il, Max Owen Gastineau, dans une injonction contradictoire. Si vous dites plus d'Europe, c'est en fait plus d'Amérique. Et si vous dites plus de France, ça veut dire prendre ses distances avec l'Amérique. Et là, on ne voit pas très bien alors voilà, comment les choses se dessinent. En effet, c'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte, et Gérard Haraud, l'ancien ambassadeur de France à Washington, avec qui j'ai pu échanger pour rédiger mon livre, le rappelle souvent, aucun
pays européen, en dehors de la France, n'aspire à une Europe indépendante vis-à-vis des États-Unis. Donc la question qui se pose pour la France, allons-nous mettre tous nos paniers tous nos œufs dans le panier européen, au risque, en effet, de se diluer et de perdre ce qui fait, en effet, notre différence sur la scène internationale. Emmanuel Macron défend, par exemple, la fin du principe de l'unanimité sur les politiques étrangères au Conseil européen pour passer à un vote à la majorité. C'est l'assurance pour la France d'être mise en minorité systématiquement. Et si, en 2003, ce système à la majorité au Conseil européen avait existé, nous aurions suivi nos partenaires européens qui étaient très majoritairement favorable au soutien à l'intervention américaine en Irak. Donc je crois qu'il faut, non, justement... Quel est le bon système alors ? Alors il ne faut pas justement mettre tous nos œufs dans le panier européen, il faut continuer de convaincre nos partenaires européens que l'Europe doit affirmer sa personnalité géostratégique parce que les Américains ne seront pas toujours là et le retour de Donald Trump devrait quand même donner de la crédibilité à ce discours valorisant l'autonomie stratégique européenne. Mais d'un autre côté, il faut que la France préserve ses capacités et donc ne s'engage pas, par exemple, sur la fin du vote à l'unanimité sur les politiques étrangères au Conseil européen. Il faut que la France préserve sa différence, préserve ses capacités d'action militaire et préserve sa tonalité stratégique. Moi, ce qui me froisse, ce n'est pas... C'est le fait de voir que l'Europe n'existe pas sur la scène internationale, mais qu'elle n'a pas non plus simplement de discours et de vision qui se démarquent des États-Unis. Or, vous ne pouvez pas agir sur la scène internationale différemment d'un autre acteur si vous ne vous dotez pas d'une stratégie, d'une vision indépendante. Or, la vision, et là aussi, encore une fois, Gérard Haro le rappelle souvent, Hubert Védrine également, la vision des Européens est largement façonnée par l'appareil conceptuel américain, les think tanks, les fondations qui ont un rôle évident, y compris dans la recherche en relations internationales françaises. Quelles sont les institutions justement qui viennent des États-Unis et qui influencent la France ? Est-ce qu'on a les noms ? Est-ce que vous les avez répertoriés ? Non, alors j'ai pas répertorié, j'ai pas effectué une cartographie et les noms des acteurs. Ça serait intéressant parce qu'on n'en parle jamais. Oui, tout à fait. Ce serait très intéressant, en effet, d'effectuer ce travail, de montrer quels sont les liens directs entre un certain nombre d'instituts de recherche français, un certain nombre de fondations américaines. Ce qui est sûr, c'est que à Bruxelles, l'OTAN joue un rôle très, très important, et puis les traités européens impliquent une solidarité entre les pays européens qui, de fait de l'OTAN l'organe de défense concret de l'Europe. Et je crois que ça risque évidemment de poser problème à double titre. Le premier, dans la mesure où les États-Unis entendent se retirer du théâtre européen, et nous allons sans doute le voir avec Donald Trump, et le second, dans la mesure où, encore une fois, les États-Unis vont se recentrer sur le Pacifique. L'Europe a, me semble-t-il, d'autres problèmes, d'autres priorités que le Pacifique, même si c'est une zone très importante à investir. Je dirais que peut-être que la sécurité de l'Europe se joue davantage au sud que dans la zone Pacifique. Et aujourd'hui, il n'y a personne pour penser ces grands enjeux. C'est vrai que les médias se focalisent sur des aspects mineurs du gouvernement. On le disait dans une chronique d'ailleurs tout à l'heure, on ne parle que de la popularité des uns et des autres et des anecdotes, mais personne ne parle en fait de la mission. En fait, quelles sont les missions que les uns et les autres devraient remplir pour être au service de la nation. Ça, personne n'en parle. Enfin, en tout cas, ce n'est pas ce qui intéresse la plupart des médias, mais on peut le comprendre, ils ont aussi d'autres logiques. Max Erwan Gastineau, quand on parle de l'affirmation, l'ère de l'affirmation, ça veut dire que chacun, aujourd'hui, entend jouer, défendre ses intérêts et qu'il faut que l'on soit aussi dans cette logique-là. Voilà, c'est-à-dire que la désoccidentalisation du monde, on parle beaucoup de ce terme, moi je propose une définition au fond assez simple, la désoccidentalisation du monde, c'est la montée en puissance de pôles de résistance à l'influence de l'Occident, influence politique, influence morale, influence culturelle. Et ces pôles de résistance, ce sont les pays non occidentaux qui sont en train de les dresser. Je parlais de l'Amérique latine, y compris le Mexique, qui s'émancipe de certaines injonctions américaines sur la scène internationale. C'est très clair depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir au Mexique. Les pays africains se rebellent, les pays asiatiques continuent de maintenir des liens forts avec la Russie. L'Arabie Saoudite s'émancipe du lien avec les États-Unis et se rapproche également de la Russie. On voit bien que les BRICS ont accueilli également de nouveaux membres. Donc il y a une nouvelle architecture internationale dans laquelle les intérêts nationaux l'emportent sur des grands discours moralisateurs et à prétention universaliste. Et je crois que vous parliez en effet c'est le réalisme contre les valeurs. C'est le réalisme contre les valeurs. Vous parliez en effet du fait que
dans le monde médiatique français, on questionne assez peu ce type d'énoncé. Nous avons en effet une vision des relations internationales qui repose sur des valeurs. Nous opposons nos valeurs universelles aux valeurs de l'autoritarisme prôné par la Russie ou par la Chine. Je crois qu'il faut vraiment complexifier notre rapport au reste du monde. Le monde non occidental n'a pas vocation à nous ressembler. Il y a d'autres façons de répondre aux mêmes questions, d'autres manières de concevoir les relations internationales qui sont encore une fois le produit de l'histoire et de la géographie. Donc il faut en tenir compte et puis il faut apprendre à défendre nos intérêts. Et là, je crois que la difficulté commence pour une Europe profondément divisée. C'est-à-dire, quel est l'intérêt européen ? Il n'existe pas, il y a des intérêts nationaux. Le tout étant de parvenir à une forme d'équilibre entre le maintien de nos intérêts nationaux et la poursuite d'un certain nombre de coopérations à l'échelon européen. Ça tire à U et à dia, en fait. Quand on tire à U et à dia, comme dit l'expression, c'est difficile, en fait, d'aller dans une seule direction et de savoir dans quelle direction on va. Max Erwan Gastineau. Sur la question, il nous reste quelques minutes, du pape François et de l'Église catholique qui elle-même représente aussi cette évolution avec les périphéries qui prennent l'ascendant et le pape François qui d'ailleurs exprime normalement cette montée des périphéries sur le centre qui est en Europe. Le pape François incarne à sa manière une forme de désoccidentalisation du monde, puisqu'en effet, nous avons désormais un pape non européen. L'Église qui a joué un rôle considérable, notamment dans la résistance des pays de l'Est, et notamment de la Pologne, on en parle beaucoup face au communisme, et qui a eu aussi joué un rôle dans la construction européenne, autour notamment d'un principe que j'appelle au fond à revisiter dans mon livre, le principe de subsidiarité, qui vise au fond à dire qu'entre l'homme et l'universel, entre l'homme et l'État, il y a des échelons intermédiaires, il y a des médiations qui sont tout aussi importantes. L'homme appartenant à différentes communautés, la famille, les localités. Et je crois que dans une Union européenne qui a vocation à s'affirmer, l'échelon, le corps intermédiaire par excellence, c'est la nation. Et il est important, de nouveau, désormais, de penser la construction européenne, non pas comme étant une construction qui doit se faire contre les sentiments nationaux, contre les États-nations, avec une intégration toujours plus poussée, avec des prérogatives toujours plus renforcées à Bruxelles. Il faut de nouveau redonner davantage de marge de manœuvre aux États-nations. Et la Pologne, qui était incarnée par une majorité conservatrice il y a encore quelques mois, appelait justement à rénover ce principe de subsidiarité au niveau européen. On n'en prend pas le chemin. On n'en prend pas le chemin. Je parlais notamment de la volonté de la France de pousser l'intégration européenne jusque dans le domaine de la politique étrangère. Or, je crois, et là c'est très important, que dans une ère géopolitique, les sentiments nationaux, le patriotisme des États-nations est absolument indispensable. Il y a une convergence des plus grands géostratèges américains sur ce point. Pour vous affirmer sur la scène internationale, il faut une cohérence doctrinale, il faut un engagement intellectuel et patriotique, disait Brzezinski, sans lequel vous ne pouvez pas avoir de ligne claire. Et si l'Europe continue de se construire contre les États-nations, contre les sentiments nationaux, elle n'aura pas l'énergie spirituelle nécessaire pour se donner si vous voulez, cet engagement, cette détermination doctrinale et patriotique qui est indispensable sur la scène géopolitique et notamment sur la scène plus concrètement militaire. Et on le voit bien avec l'Ukraine. La force des Ukrainiens face à la Russie, c'est évidemment ce sentiment national, ce patriotisme, cette volonté d'exister face à une puissance tutélaire aussi puissante que la Russie. Ligne claire, énergie spirituelle, on va rester sur ces considérations. Max Erwan Gastineau. Autour de l'ère de l'affirmation, répondre aux défis de la désoccidentalisation. Le prétexte, c'est bien sûr les primaires qui se sont lancées donc et qui se lancent aujourd'hui aux États-Unis. On verra ce qu'il en est au moment de l'élection présidentielle en novembre prochain. Merci Max Erwan Gastineau.